À suivre dans ce journal, demain, ce sera donc la 4e journée de mobilisation contre la réforme. Et elle aura lieu un samedi, ça c'est une première. Quelles conséquences espérer sur l'affluence dans les rues? Y aura-t-il un peu plus de monde que la dernière fois? Voici les enjeux avec Chloé Tixier et Gaspard de Florival. À Paris ce matin, devant ce forum pour l'emploi, dernier tractage de militants CGT. Si t'es là dans la rue demain avec nous, c'est super. Mobiliser les jeunes, une des clés de la contestation pour les organisateurs. Il faut qu'ils amplifient ça, il faut leur expliquer qu'ils sont concernés, leurs parents sont concernés. Message reçu par ces jeunes qui affirment vouloir manifester dans la rue demain. Je vais me mobiliser, je vais aller à rien casser, mais il faut se mobiliser. Peut-être ma génération va prendre le coup et peut-être j'aurai pas de retraite, on sait jamais. Donc autant se battre maintenant et pas trop attendre. Hier soir, flambeau à la main, une centaine de personnes a manifesté dans les rues de Rennes. Une mobilisation de nuit avant celle très attendue demain. C'est pour maintenir la pression entre ces deux journées-là, de mardi dernier et de samedi prochain. Ça va faire du bien d'avoir une petite grève le samedi aussi, justement, pour voir si ça rassemble un peu plus de monde que les travailleurs qui peuvent se mettre en grève. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, lui, est allé à la rencontre des militants. Objectif, mobiliser les troupes. Avec des chiffres, c'est assez incroyable. Ça va permettre de venir en famille, entre amis, permettre à des gens qui peuvent pas venir en semaine pour différentes raisons, notamment pour pas perdre du salaire, enfin d'exprimer leur mécontentement. Réponse d'Emmanuel Macron cette nuit depuis Bruxelles, qui appelle à la modération. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme. Les organisations syndicales espèrent installer la contestation dans la durée. Après la manifestation demain, d'autres dates ont déjà été actées. Le 16 février, puis les 7 et 8 mars prochains. Et nous sommes avec nos invités que nous saluons pour évoquer tout cela. D'abord Hugo Touzet, sociologue, membre du collectif, je vais retrouver mes mots, Quantité Critique. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Face à vous, Mathieu Bolreda, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CGT Cheminot Versailles. Et à vos côtés, Luc Faré, qu'on salue également, qui est secrétaire général de l'UNSA, fonction publique, 2 des 8 principales organisations qui appellent donc à la mobilisation demain. Mobilisation et pas grève. Est-ce que, comme semble le dire aujourd'hui l'humanité en une, il y a un peuple du samedi, sous-entendu un peuple qui ne peut pas défiler en semaine, qui n'est pas le peuple du mardi ou le peuple du jeudi? Je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre. Non, après, effectivement, y compris nous avons fait le choix, l'intersyndicale a fait le choix d'appeler, de mixer cette semaine avec une journée de grève et de manifestation en semaine plus traditionnelle et une journée de manifestation le week-end, y compris les 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF ont fait le choix de ne pas appeler à la grève spécifiquement ce jour-là pour permettre à des gens de pouvoir utiliser les transports en commun pour pouvoir venir grossir les rangs de cette manifestation. Je crois qu'il y a vraiment l'idée de mixer. C'est aussi une demande qui remontait. On a des millions de travailleurs précaires qui, s'ils font grève le mardi, ils perdent juste leur emploi, en fait. Et qui, en revanche, ont envie de participer aux manifestations. Donc, ces manifestations vont drainer aussi une autre population. Il y aura des gens de ma corporation qui demain seront au travail, donc ne seront pas dans les rues, mais c'est peut-être d'autres gens qui ne sont pas là les mardis, des familles qui seront là, des familles, etc. Mais de la même manière qu'il y a eu toute cette semaine des marches au flambeau aussi la nuit, plutôt en territoire justement, plutôt en territoire, c'est-à-dire permettant à des gens qui ne peuvent pas aller sur les grandes métropoles de manifester en territoire ce soir. J'y serai à Trappes à la sortie de ce plateau, qui se conclura par un meeting dans cette très belle grande ville des Yvelines. Et donc, l'intersyndicale a vraiment construit un rythme là. On apprend en faisant. Elle construit un rythme pour permettre à toute la France, toute cette France du travail, mais aussi les étudiants, les précaires, les retraités, tous les gens aujourd'hui, y compris des petits patrons, pour beaucoup de gens qui sont contre cette réforme, l'immense majorité des Français qui sont contre cette réforme, de pouvoir se mobiliser chacun comme ils le peuvent, que chacun puisse mettre ce qu'il le peut dans le panier. Il y a quand même une notion de mobilisation, parce que la journée de mardi, elle n'a pas fait le plein. Peut-être parce que les gens se disaient, on va pouvoir manifester samedi. Mais là, il faut que vous ayez plus de monde. En fait, il va falloir qu'on compte l'addition de la journée de mardi et la journée de samedi.
il faut voir la réalité. Nous avons jamais, depuis 30 ans, réuni autant de manifestants en France, que ce soit à Paris, dans les villes moyennes, dans les grandes villes, dans les petites villes. Nous n'avons jamais eu autant de manifestants pour défendre un acquis et une liberté. Je le rappelle, ce qui est en jeu, c'est cette mesure d'âge, de bouger l'âge légal de 62 à 64 ans, d'obliger les Français à travailler 2 ans de plus. Et ça, c'est une perte de liberté, c'est une perte d'un acquis social. Et je crois que tous les Français ont compris que le gouvernement aujourd'hui ne faisait pas preuve de responsabilité. Alors, il y a une différence entre comprendre et manifester. Hugo Touzet, est-ce que vous pensez que manifester comme ça un samedi, ça peut drainer dans la rue des gens qui ne seraient pas venus un mardi? Oui, bien sûr, parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la mobilisation contre ce mouvement, elle est massive selon tout un tas d'indicateurs. On a vu dans les sondages, chez toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris maintenant chez les retraités, le rejet de la réforme est majoritaire. On l'a vu au niveau territorial, c'est-à-dire que les manifestations n'ont pas lieu que dans les grandes métropoles, mais elles ont lieu partout. Par contre, la capacité à se mobiliser est différente selon le type de secteur, selon le type de contrat qu'on peut avoir. Ça a été dit, pour des intérimaires, pour des précaires, ça peut être compliqué. Pour des gens qui ont des contrats stables mais des petits salaires, c'est aussi difficile de perdre plusieurs fois des jours de semaine. Et puis on peut penser à des gens qui n'ont pas forcément ces problèmes financiers mais qui ont d'autres problèmes. Par exemple les cadres, chez qui la culture de la grève n'est pas forcément la même que dans d'autres secteurs de la population. Ces cadres-là, pour qui, dans l'avancement de carrière, etc., ça peut être compliqué parfois de faire grève. Toutes ces catégories-là vont avoir une opportunité de se montrer dans la rue, alors que c'était pas forcément aussi simple à faire en semaine. Qu'est-ce que ça peut changer également du point de vue de la contestation à la réforme? On a été surpris de constater dans un sondage Ipsos pour France Info que les Français étaient mobilisés contre la réforme, mais prêts justement à un durcissement du conflit. Or, c'est pas forcément pour tout de suite. Là, on est presque sur une manifestation bon enfant. Est-ce que vous pensez, Luc Farret, que ça peut compter? Évidemment que ça va compter. Les Français aujourd'hui ont besoin de manifester, ont besoin de dire non et évidemment se projettent sur ce que pourrait faire ou ne pas faire le gouvernement. Non, si demain soir, la gradation va de plus en plus fort. Là, on se dit, bon, c'est gentillet finalement. C'est une manifestation en famille, un samedi. Demain soir, le président de la République s'adresse aux Français et annonce le retrait de cette réforme, tout s'arrête. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle est dans le camp du gouvernement et du président de la République. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Je vais rajouter que aujourd'hui, nous avons, en intersyndicale, lancé une pétition. Cette pétition, à 7 minutes, elle est à 974 000, un peu plus, de signatures. Près d'1 million. Presque 1 million. J'espère bien que d'ici demain, nous atteindrons le million de signatures. Et si vous regardez des millions de personnes dans la rue, c'est pas pareil. Des millions de personnes le samedi, des millions de personnes le mardi, le jeudi dans la rue, il y a plus de 30 ans que nous n'avons jamais vu une telle mobilisation et dans tous les secteurs, dans la fonction publique, dans les transports, dans les entreprises, les retraités, les jeunes qui commencent à se mobiliser parce que tout le monde a compris quels étaient les enjeux de société derrière cette réforme. 16 février, 7 mars et 2 autres journées au-delà de celle de demain. Et le secrétaire général de la CGT qui évoque de possibles grèves, je cite, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par là tout de suite? Alors, juste avant, je voudrais quand même dire sur ce que vous avez dit sur les cadres, c'est vrai, mais malgré tout, je note, il faut quand même le noter, la CGT n'a jamais compté autant de journées de grévistes de l'encadrement à la SNCF que lors des 3 séquences, les 2 en janvier et celle de début février. Il faut quand même le noter. Les cadres sont quand même massivement aussi dans le rejet de la réforme, et y compris agissent même si c'était pas forcément toujours leur culture. Sur votre question, je vais vous répondre, et je vais vous répondre très tranquillement, mais vous donner un scoop France Info. C'est que ce matin, le Conseil national de la Fédération CGT des cheminots a appelé l'ensemble de ces syndicats à construire les conditions d'une grève reconductible nationale à la SNCF à partir du 7 mars prochain, en l'absence d'un retrait d'ici là. Donc ça, c'est une vraie info. C'est plus une rumeur, c'est plus des mises en débat, c'est une info. C'est à partir du 7 mars prochain, nous appelons à la grève reconductible au chemin de fer. Que disent et nous les autres syndicats de la SNCF ? En convergence avec
notamment la branche pétrole de la Fédération CGT de la chimie, qui appelle à la fermeture des installations à partir du 2 et l'arrêt d'expédition de l'ensemble des produits pétroliers raffinés du pays dans toutes les raffineries à partir du 7. Donc 2 mars, 7 mars. Plus de train, plus de coco. On va être dans une belle salade. Ce que je veux dire. Vous n'êtes pas majoritaire à la SNCF. Que disent les autres syndicats? Alors, nous sommes le syndicat majoritaire, mais les autres syndicats sont aussi dans ces discussions et il y aura évidemment des appels intersyndicales à construire Non mais le 7 mars, il n'y a que la CGT qui appelle pour la grève à la SNCF. Pour l'instant, la CGT appelle, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu déjà un texte à 2 qui a été signé la semaine dernière disant que les cheminots devaient se préparer à une grève reconductible à la fin février, donc avec une autre organisation syndicale, et que les 2 autres organisations syndicales ont déjà ouvert des discussions avec leurs adhérents pour construire ensemble l'appel intersyndical. Nous croyons à l'intersyndical, il faut continuer sur cette dynamique-là. Mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons eu ce temps de lobbying. Il a eu lieu. Vous parlez de manif gentillette, faut pas exagérer, c'est quand même une grande détermination avec notre dignité de travailleur, nous sommes dans la rue et nous exprimons notre rejet au gouvernement. Si ce gouvernement refuse de négocier, s'il est à ce point-là irresponsable, qui refuse de retirer cette réforme qui ne convient à personne, pour ouvrir des négociations sur la défense et le renforcement du régime existant, y compris son financement, l'intersyndicale a des milliers de propositions à faire, il nous contraint à la légitime défense sociale, et donc à passer à une autre étape, à un autre moyen, ce que mon camarade Philippe Martinez évoquait et que vous avez très justement rappelé, la question du blocage économique du pays, pour contraindre le gouvernement et ses maîtres, c'est-à-dire la finance et les actionnaires du CAC 40, à reculer face à cet agenda qui est nuisible pour les travailleurs. On va écouter Hugo Touza juste avant. Je voudrais avoir la parole de l'UNSA. Quand vous entendez la CGT assez virulente dire voilà, à partir du 7 mars, il faut être... Moi, je vais être très précis. Réussissons demain. Réussissons cette manifestation le samedi 11 février. Faisons que partout en France, il y ait autant de personnes ou plus de personnes que les jours de semaine. Montrons une nouvelle fois la force des organisations syndicales, capables d'organiser dans le calme, dans le respect, dans la bonne humeur, en famille parfois, des manifestations monstres. Oui, réussissons demain et puis nous verrons plus tard. Parce que, moi je le redis, l'objectif que nous avons, c'est pas d'être en grève ou pas en grève. Notre objectif, c'est de dire au gouvernement, retirez votre texte. Et il est encore temps de le faire. À l'Assemblée, on voit bien qu'il y a des parlementaires qui s'opposent, on voit bien qu'il y a des désaccords. Et là encore, je parle de responsabilité. La responsabilité de nos organisations syndicales, c'est de dire au gouvernement, attention, nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme qui est un recul social. Et la responsabilité du gouvernement, c'est d'entendre qu'il y a des millions de Français qui, dans le calme, en toute, détermination, montrent au gouvernement leur désaccord. Et dans notre démocratie, il serait bon que le gouvernement entende ces millions de personnes. Simplement une réaction par rapport à la citation notamment de Philippe Martinez que vous avez évoqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été testée dans un sondage, je crois, IFOP, où on a demandé aux gens, soutenez-vous la mobilisation, y compris si elle devait s'intensifier, en reprenant texto cette citation de Philippe Martinez. Et les gens, très majoritairement, continuent de soutenir non pas le projet de réforme, mais la mobilisation contre cette réforme, y compris si elle devait s'intensifier. Le deuxième élément, c'est pas pour abreuver de chiffres, mais c'est un autre institut de sondage, Odoxa, qui a posé la question aux gens, s'il devait y avoir un blocage, à qui devrait incomber la responsabilité de ce blocage. Et 64-65% des Français répondent ce serait de la faute du gouvernement. Seulement 35% à peu près répondent ce serait de la faute des syndicats. Donc moi je ne peux pas présager de ce que va devenir le mouvement. En tout cas pour l'instant, la force de l'opinion publique, si on peut, est plutôt du côté des gens qui se mobilisent et notamment des syndicats. On écoute Emmanuel Macron par rapport à ça, justement, c'était je crois ce matin, le président français a été interrogé et il réagissait sur cette manifestation demain. Écoutez Emmanuel Macron. Il y a ensuite des manifestations et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer,
mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Si je peux me permettre de réagir sur ce propos d'Emmanuel Macron, c'est bien dans le calme et dans le respect qu'ont lieu toutes ces manifestations. Donc son propos montre bien qu'il n'a pas complètement entendu, parce qu'on n'est pas dans la situation des Gilets jaunes qui ont eu lieu, enfin, qui ont cassé, qui ont réuni bien moins de personnes, mais sur lequel il a réagi. Donc nous disons très clairement à l'UNSA, nous sommes responsables. Nous avons pris nos responsabilités. Vous, la grève reconductible, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, on en est à réussir demain. Mais je le redis, par rapport au propos d'Emmanuel Macron, c'est de sa responsabilité si nous sommes dans cette situation-là. C'est lui qui a créé et déposé et fait créer cette réforme des retraites. C'est donc de sa responsabilité pour la situation dans laquelle nous vivons et qui pourrait peut-être amener à des durcissements. Allez, je vous voyais. Oui, si vous me permettez. Non, mais merci. Bon, je trouve ça assez insupportable d'entendre Emmanuel Macron d'abord parler dans le respect, le calme, le respect des biens et des personnes. C'est une plaisanterie. Nous ne sommes pas des agresseurs. D'abord, premièrement, nous sommes les agressés. Et ça, c'est très intéressant parce que le sondage dont parlait notre camarade sociologue est très intéressant puisqu'il montre que les Français... Ça vous a surpris ? Non, ça me surprend absolument pas. Ça me surprend absolument pas parce qu'en vérité, je le disais l'autre coup, nous étions en manifestation, nous défilons dans la gare. Et il se retrouve des gens qui sont là, qui n'ont pas de train, qui voient des CGTistes grévistes manifester, qui crient vive la CGT. Ces gens-là ne sont pas des sadomaso. Ils souffrent des difficultés que causent les grèves, eh bien malgré tout ils soutiennent le mouvement parce qu'ils savent qu'on les défend eux aussi. Aujourd'hui, clairement, working class is beautiful. C'est la traduction. On est magnifique. La classe, le swag est dans notre camp, certainement pas dans le camp du gouvernement. Nous sommes beaucoup plus populaires que le gouvernement Macron aujourd'hui. Parce que vous choisissez aussi d'enjamber les vacances scolaires en termes de blocage, peut-être. Alors, justement, on est responsable, on construit une mobilisation qui est responsable, qui permet de pouvoir rassembler tous les Français, tous les travailleurs, toutes les catégories, toutes les générations, en panachant. Mais on construit aussi une stratégie qui doit nous amener à la gagne, parce que effectivement, on veut pas juste faire un baroud d'honneur. On sait que, hélas, il faut construire un rapport de force. Eux, ils l'ont élevé assez haut, le rapport de force. Ils ont dit, c'est comme ça et pas autrement. C'est pédagogie de la résignation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez rien. C'est eux qui sont dans une dynamique de rapport de force et de brutalité vis-à-vis du pays. Ils violentent le pays répond, et c'est une lame de fond. Alors justement, parallèlement à ce dossier des retraites, il y a une autre négociation qui se joue actuellement. C'est Clémence Delabaume qui nous a rejoint. Bonjour Clémence. Bonjour Sébastien. Cette négociation, elle est plus discrète, mais pas moins importante, vous nous dites, parce qu'elle concerne le pouvoir d'achat des Français. Patronat et syndicats se font face en ce moment même, lors d'une 11e et a priori dernière négociation sur le partage des valeurs. Effectivement, ils sont en train de négocier. La négociation est difficile, ça se passe donc en ce moment même. Et cette négociation, eh bien, elle pourrait, je dis bien pourrait, parce que tant que rien n'est signé, on ne faut pas s'avancer, elle pourrait aboutir à un accord d'ici la fin de la journée. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue actuellement, il faut revenir à ce que c'est que le partage de la valeur dans une entreprise. Le partage de la valeur, eh bien, c'est le partage de la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, il existe deux dispositifs qui permettent de partager cette réussite au sein de l'entreprise. Vous allez le voir sur votre écran. Il y a d'abord la participation, vous connaissez bien, c'est un mécanisme de redistribution des bénéfices obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et puis, il y a l'intéressement qui, lui, est une prime facultative liée aux résultats non financiers de l'entreprise. Donc, il dépend, en fait, de l'atteinte des objectifs. Selon la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail, eh bien, vous allez le voir sur votre écran, 52,8% des salariés du privé, soit 9,5 millions de personnes, ont bénéficié en 2020 d'un dispositif de partage de la valeur. Donc, une toute petite majorité seulement des salariés du privé. Dans le détail, vous allez le voir, eh bien, cet accès au partage, au dispositif de partage de la valeur d'une entreprise, eh bien, il est très inégal et il dépend notamment de la taille de l'entreprise. Regardez, 88,5% des salariés d'entreprises de plus de 1000 personnes bénéficient d'un dispositif de partage de la valeur en 2020, contre seulement moins de 20% dans les entreprises de moins
de 50 salariés. Alors ça, c'est pour l'existant, Clémence, mais quand il s'agit d'amplifier le dispositif, c'est, je crois d'ailleurs, l'enjeu des négociations en cours, mieux partager la valeur dans un contexte social et économique, évidemment, tendu. Eh bien oui, on le rappelle, Sébastien, une inflation galopante, qui ampute évidemment le pouvoir d'achat des Français. Vous allez le voir, le salaire de base dans le privé a augmenté l'an dernier de 3,8% en moyenne pour une inflation à plus de 6%. C'est donc un écart du simple au double, c'est phénoménal. Donc perte du pouvoir d'achat des Français. Et dans le même temps, on apprend chaque jour ou presque que les entreprises du CAC 40 font, pour certaines d'entre elles en tout cas, des profits records. Pour n'en citer que quelques-unes, regardez, BNP Paribas, 10,2 milliards d'euros en 2022 de bénéfices, LVMH, 14 milliards d'euros, Total Energy, 19,5 milliards d'euros. Donc évidemment, vous l'aurez compris, le débat sur le partage de la valeur dans les entreprises prend tout son sens actuellement. Où est-ce qu'en sont ces négociations du coup ? Eh bien, je vous le disais, elles sont en cours. Elles devraient aboutir, on l'espère, avant la fin de la journée. Alors que pourtant, c'était extrêmement mal parti. Je vous le disais, elles sont en cours depuis le mois de novembre. Ce qu'on a appris, selon nos informations, on attend que ça soit confirmé, mais le patronat serait prêt à lâcher du lest. Et s'il est prêt à lâcher du lest sur ce sujet, eh bien, c'est qu'il craint que le gouvernement, l'exécutif, ne lui impose le fameux dividende salarié qui, vous vous souvenez, était une promesse de campagne du candidat Macron et qui a été remis sur le tapis par le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques jours. On sait que le pouvoir d'achat est une préoccupation essentielle pour les Français. On l'a vu d'ailleurs plus encore que les retraites. On l'a vu lors de la dernière mobilisation où le nombre de manifestants était moins important, était en baisse parce qu'évidemment beaucoup de salariés, on l'a entendu dans les témoignages, craignaient de perdre du salaire. Comment vous réagissez par rapport à... Est-ce que ça peut compter aussi d'avoir l'inflation, le pouvoir d'achat en berne dans ce contexte ? Bien sûr que ce sont des données extrêmement intéressantes. Alors, accord ou pas accord, on va voir ce qui se passe. À l'UNSA, on n'est pas engagé puisque aujourd'hui, nous ne faisons pas partie de ces discussions. Mais j'ai envie de rebondir parce que vous avez donné quelques chiffres qui sont très intéressants. D'abord, sur la question des retraites qui nous concerne. Quand on entend les bénéfices de certains grands groupes que vous avez cités, on voit que les 11 milliards évoqués par le gouvernement de déficit annuel pour le système de retraite pourraient être comblés bien autrement qu'en demandant aux Français de travailler 2 ans de plus. Là, c'est ma première réaction. La deuxième réaction, je suis secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Donc de toute la partie qui n'est pas concernée par ce que vous venez de présenter, des 5 millions de Français qui travaillent, mais qui ne bénéficieront pas ni de l'intéressement, ni de la participation, puisque dans le salaire même des fonctionnaires et des agents publics, ce n'est pas des éléments qui sont pris en compte. Mais justement, vous avez cité que le taux moyen d'augmentation des salariés du privé, c'est 3,8% d'augmentation de salaire en 2022. Dans la fonction publique, c'est seulement 3,5%. Et ça me permet ici de lancer un appel au gouvernement, encore, qui est aussi l'employeur public, pour augmenter enfin les salaires des agents publics un peu plus proche de la réalité de l'inflation, c'est-à-dire plus proche de 6%. Allez, juste un petit mot avec vous, parce que dans ce contexte, c'est important aussi, cette conjonction finalement des mécontentements, des colères dans un contexte comme ça. Puis vous, votre sujet d'étude, c'est le rapport sur le travail, et là on est en plein dedans. Évidemment, et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de traiter ensemble ce sujet de cette négociation en cours et de la réforme des retraites. Et parce qu'en fait, si on fait un petit pas de côté et un peu de recul, on regarde les mouvements sociaux qui se sont déroulés ces dernières années. Prenons les gilets jaunes, prenons les mouvements très importants à l'hôpital, prenons les mouvements dans l'enseignement, prenons les mouvements plus récents dans les raffineries au début de l'année. À chaque fois, il y avait la question des conditions de travail et à l'intérieur de ces conditions de travail, la question des rémunérations. Et donc effectivement, quand on voit les bénéfices records, oui, ça choque à chaque fois. Il y a quelque chose qui choque et qui arrive en plein milieu de ce débat sur les retraites. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais n'est pas qu'un débat sur les retraites, qui est aussi un débat sur la capacité à bien travailler, la capacité à être rémunéré correctement pour faire son travail, la capacité à faire son travail dans de bonnes conditions, la capacité à bénéficier
dans les grandes entreprises qui font des bénéfices de cette répartition de la valeur. Mais ajoutons simplement quelque chose, peut-être un point, ça peut paraître un peu technique, mais on parle beaucoup de dispositifs de partage de la valeur sous forme de dividendes, d'actionnariat. C'est pas la revendication première de tout un tas de salariés qui demandent avant tout des augmentations de salaire. Et ce débat-là n'est pas totalement décalé avec le patronat n'est pas prêt à concéder parce que ça coûte beaucoup plus cher. Évidemment, mais je le dis d'autant plus dans le cadre du débat sur les retraites, puisque une augmentation de salaire s'accompagne d'une augmentation des cotisations et règle en partie la question des salaires. Et donc on voit qu'à travers toutes ces questions, une négociation sur le partage de la valeur, la question de l'inflation, la question des retraites, tout ça est lié. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans un tel niveau de bouillonnement, si vous voulez, dans la société, puisqu'on est à la fin des fins dans une question de projet de société contre projet de société. Et c'est ce qu'ont bien compris les Français. Et je pense que c'est aussi ce qu'a bien compris le gouvernement. On a changé d'air d'une certaine manière. Moi, je voudrais quand même reparler du premier partage de la valeur là qui est attaqué. Le premier partage de la valeur à la base dans notre société depuis 1945, depuis la création de la sécurité sociale, c'est qu'une partie de votre salaire, dite indirecte, d'accord, à la différence de votre brut net et des cotisations patronales, sont versées pour financer une sécurité sociale pour tout le monde, d'accord, pour la famille, la vieillesse et la maladie. Et que dans la France de 2023, 66 milliards d'euros par an sont exonérés de cotisations patronales, c'est-à-dire que c'est notre salaire qu'on ne nous verse pas. Pardon, mais le partage de la valeur, c'est le partage des bénéfices. Non, mais j'ai bien compris. Les charges sociales, sachant qu'il ce ne sont pas des charges, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales, et ces cotisations sociales ne sont pas versées à la sécurité sociale. Et après, on nous dit, elle est en faillite, faut que vous travaillez 2 ans de plus. Si déjà tout le monde payait ce qu'il devait, ça irait mieux. Vous avez de saines lectures, j'ai vu, puisque vous brandissiez l'UMA. Oui, il n'y a pas que je vais citer, moi, le corps. Le corps nous dit aussi qu'il y a actuellement 135 milliards dans les fonds de réserve pour financer les retraites, qui est une manne, je cite, qu'aucun gouvernement n'a bénéficié depuis la libération pour pouvoir équilibrer les retraites. Donc déjà, il y a une question aujourd'hui qui est claire et sur laquelle je terminerai, c'est que aujourd'hui, c'est un braquage en fait, un braquage de la valeur ajoutée que nous créons, des richesses que nous créons et qui manque au poids à la sécurité sociale parce que ça va dans les poches des actionnaires. Je suis obligé à mon niveau d'être un petit peu le rabat-joie de service car on arrive au terme de cette émission, j'en suis désolé. Luc Faré et Mathieu Bolreda, je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau pour évoquer cette mobilisation demain, qui en préfigurera d'autres, on l'a bien entendu, mais vous vous concentrez déjà sur demain. Et puis Hugo Touzet, vous restez...